qui ressort principalement de mes consultations cliniques et des recherches scientifiques actuelles, c'est les grandes croyances. Ce que j'entends le plus souvent sont associées à la peur, et à la peur de la menace d'accouchement prématuré, la peur de faire mal au bébé. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À votre santé sexuelle. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Nader Alami est avec nous. Bonjour Nader. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Vous êtes psychosexologue et coach en bien-être, fondateur de C'est Libérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple. Notre invitée aujourd'hui s'appelle Margot Morel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue. Vous êtes ostéopathe et sexologue, sexothérapeute, spécialiste en sexopérinéalité. Sexopérinatalité. Périnatalité, ouais. C'est nouveau ça comme discipline. Je crois pas, mais on en parle davantage. Ouais. Vous êtes titulaire du certificat de victimologie clinique et vous venez d'obtenir très récemment le DU de douleur pelvipérinéale. Je vais y arriver. Allez-y, dites-le ma place. Pelvipérinéale chronique. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous n'arrêtez pas, vous. Vous avez besoin à chaque fois d'une nouvelle. C'est important. Voilà, de nouvelles cordes à votre arc. Vous publiez Grossesse et sexualité au pluriel chez La Musardine pour une vie intime épanouie en accord avec vos envies. Alors, et vous y tenez, ce n'est pas un livre d'injonction à avoir une sexualité pendant la grossesse, et vous y tenez. Oui. J'y tiens parce qu'en fait, tout simplement, on sait que la période de la maternité, il y a déjà beaucoup d'injonctions qui sont faites aux femmes enceintes et aux couples. Et donc, je ne voulais pas rajouter... je peux comprendre que ça puisse faire pression encore. On voit encore un livre sur la sexualité enceinte. On se dit, mais en fait, je vais encore devoir faire ça en plus du reste. Et donc, je le dis dès le préambule, Ouais, charge mentale. La charge sexuelle, ouais. Mais c'est important. Il y a beaucoup d'idées reçues, d'ailleurs, sur grossesse et sexualité. Beaucoup de mythes que vous essayez de déconstruire dans votre livre. Vous avez d'abord commencé par l'ostéopathie équine, avant de découvrir... Non ? Pas encore, non. C'est pas vous ? Mais j'ai toujours voulu faire ça, mais je ne l'ai pas fait. Pour les chevaux ? Ouais, j'ai voulu faire ça parce que j'étais cavalière, mais je ne l'ai pas fait. J'ai commencé direct en ostéopathie humaine. C'est les chevaux qui vous ont donné envie d'être ostéopathe ? C'est ça. Donc, ensuite, vous avez donc rajouté la sexo. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené à la sexo ? Mes patientes. Pour la plupart, je m'étais déjà formée en périnatalité, donc je voyais déjà des femmes enceintes et des femmes en postpartum, et c'est, pour être tout à fait honnête, le postpartum où j'ai reçu le plus de femmes qui étaient en difficulté sur le plan intime, et c'est comme ça que j'ai voulu me former. J'étais pas outillée, à l'époque. D'accord. Enfin, des livres sur la sexualité postpartum, il y en a plus déjà. Il y a beaucoup plus d'informations, Complètement. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire Grossesse et sexualité, parce que quand on parle de la sphère périnatale en sexualité, beaucoup de choses sont faites sur le postpartum, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être sexologue, sexothérapeute en ayant une pratique corporelle ? C'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, la sexologie clinique, effectivement, c'est un domaine qui est super vaste. On en parlait tout à l'heure. En fait, on peut être psychologue de formation, médecin, infirmière, kiné. Et moi, en tant que thérapeute corporelle, je dirais que c'est une double casquette qui mixe à la fois la thérapie par la parole, par des exercices proposés en sexualité dans l'intimité et le corps. Et en fait, c'est souvent très entremêlé, quoi. À noter que vous avez écrit votre livre en plein postpartum. Exactement, ouais. Donc c'était des souvenirs de quand vous étiez enceinte. Alors c'est pas du tout un livre qui parle de ma vie intime. Mais j'imagine que ça a dû faire quand même remonter un certain nombre de souvenirs. Exactement, c'est pour ça que je le dis tout de suite dans l'introduction. Je trouve que c'est important de savoir quand l'autrice écrit ou l'auteur d'où on part d'où, quoi. Donc c'est important que je puisse... C'est quand même, ça vaut quand même son pesant d'or de parler de quelque chose qu'on a vécu aussi. C'est vrai. C'est quand même un cheminement, c'est quand même un parcours. Je vous parle de quelque chose qui fait pas règle pour tout le monde, pour toutes, mais c'est quand même, je parle de quelque chose que je connais. C'est vrai. Même si, vous le précisez, chaque grossesse est unique. Oui, c'est pour ça que je l'ai mis au pluriel. C'est pour pas définir la sexualité sur une pratique donnée, mais pour pas définir la grossesse comme étant... Et chaque grossesse chez la même femme. Ça peut être des vécus différents, mais chez la même femme, tout à fait. Avec, y en a pour qui c'est idéal, et puis d'autres où ça l'est un peu moins. C'est ça. Alors, pourquoi dites-vous que c'est impossible de parler de sexualité pendant la grossesse ? C'est un sujet qui est évacué, c'est tabou, c'est...
Je le dis aussi dans le début de l'ouvrage, que j'apporte moi une vision occidentale à ce livre et à mes représentations autour de la sexualité enceinte. Et je sais que aussi en fonction de la culture dans laquelle on a baigné, l'environnement, on peut avoir des représentations différentes de la sexualité enceinte. Mais je crois que ce que je retrouve partout, peu importe les personnes d'où ils viennent, de leur culture, c'est ça, c'est cette dimension effectivement. Alors tabou, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais une dimension secrète à la sexualité enceinte. Vraiment, on n'en parle pas, ni en consultation, où c'est difficile à faire émerger en consultation. On sait qu'en fait, les gens attendent que ce soit le professionnel de santé qui aborde le sujet. En premier. Déjà en premier. Ah oui, on ne vient pas vous consulter pour ça. Enfin, peut-être que maintenant, peut-être plus avec le livre. J'espère, mais je vais les chercher là-dessus, sur ce sujet-là. Et puis même, je dirais, alors après c'est mon expérience à moi, mais dans la vie de tous les jours, voilà, on a des amis qui ont vécu une grossesse. C'est pas des choses dont on parle facilement, le sexe enceinte. Nader, en consultation, vous avez des... Alors, c'est exactement ça. C'est aux professionnels, c'est aux sages-femmes, c'est aux médecins, aux docteurs qui suit un peu ces dames, souvent de tendre la perche et de la tendre avec un tout petit peu d'insistance parfois pour que discussion se fasse autour de ce sujet qui est important, qu'il y ait pas, qu'il y ait moyennement, qu'il y ait difficilement, qu'il y ait de manière totalement... C'est important de questionner, je dirais, la patiente ou les patients, quand ils sont en couple aussi, sur ce sujet, parce que en fait, il s'agit d'une période qui est tout de même assez longue, voilà. Et puis il s'agit aussi de préparer l'après, parce qu'à l'après, parfois, c'est aussi difficile de se retrouver. Donc on prépare d'autres, on gère, et on en parlera un petit peu cette période-là de la grossesse, mais on n'oublie pas de préparer aussi l'après. Et une mauvaise gestion de cette période-là complique les retrouvailles après chez beaucoup de couples. Est-ce que c'est vrai ou c'est une idée reçue ? On a peut-être des avis. Je ne crois pas qu'on ait des avis divergents. Mais voilà, vous dites pas exactement la même chose. Voilà. Je ne dis pas tout à fait pareil. Je dis que effectivement, dans les études que j'ai pu faire en sexologie, dans ce que je peux lire ou de ce que je peux entendre, on associe très facilement le fait que si la sexualité enceinte était déjà pas satisfaisante ou pas épanouissante, alors le postpartum peut être difficile. Je trouve que c'est, alors, que ce soit vrai ou pas, je trouve que c'est assez culpabilisant. De se dire, en fait, tout est déjà plié, entre guillemets, d'ici. Mais je dis pas que c'est pas une réalité. En revanche, ce que vous avez dit, Nader, en fait, qui m'intéresse, c'est cette question de l'épanouissement. On peut ne pas, ce que je voulais dire dans l'ouvrage, c'est qu'on peut ne pas faire de sexe enceinte, mais se sentir aligné avec ça, dans son couple, avec soi-même. Et ça, pour moi, n'a pas de répercussions, voire a des répercussions positives sur le postpartum. En fait, ce qui a des répercussions négatives dans le postpartum, c'est j'ai mal vécu. Je me suis pas sentie épanouie et pas en accord avec mes envies pendant la grossesse. Alors après, il faudra définir ce qu'on appelle faire du sexe. Parce qu'on peut peut-être pas réduire le sexe à la pénétration. Surtout pas d'ailleurs. Et il y a des moments où il faut peut-être ralentir aussi. Alors ça dépend, c'est-à-dire qu'on divise la grossesse généralement sur 3 trimestres. On a un premier trimestre qui est un petit peu compliqué. On découvre, il y a des maux de tête, des nausées, etc. On est fatigué, nos priorités sont ailleurs. Puis très souvent, c'est vrai que... Quand vous dites nos priorités, vous parlez de qui, Nader ? Parce que j'aime beaucoup le nos priorités, mais... C'est vrai que si elle vit avec un homme et que cet homme voit que sa compagne quelque part c'est la leur, est fatiguée, mais c'est peut-être pas la même priorité. C'est pas la même priorité. C'est pas la même priorité. Pas tout de suite la priorité, mais pour chacun des deux. Mais on observe aussi que sur le deuxième trimestre, là, vous avez des dames qui se découvrent tout d'un coup une belle libido, des envies qui reviennent. Où là, on est à un stade de plateau. Où tout revient, et même vous avez des dames qui découvrent une sexualité qu'elles n'avaient pas avant même la grossesse. Donc ça aussi, c'est pour ça qu'on dit que chaque grossesse est totalement spécifique. Il y a pas... Moi, je déteste les règles. Il n'y a pas de règles. On est dans de l'humain. Et l'humain, il faut qu'il soit dans l'accueil. Donc c'est pour ça que j'aime dans ce titre vos envies
quand il y a cette formule consacrée aux envies, ben voilà, il y a des dames qui, pour ce deuxième trimestre, elles constatent comme ça qu'elles sont euphoriques, qu'elles ont envie, etc., etc. Et le couple repart. Et puis il y a un troisième trimestre qui est parfois, c'est vrai, un peu plus compliqué et drôle à la fois, parce que là, on a vraiment quelqu'un qui est dans le ventre. Il y a comme un truc. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça dérange ces messieurs qui se sentent comme observés. Il y a quelqu'un qui... Et puis il y a ces croyances qui sont de l'ordre de la peur. On a peur du comment on appelle ça déjà, mince, de la naissance, de l'accouchement prématuré. On en parlera parmi les fameux mythes. Et voilà, bon, on en parlera, mais voilà, il n'y a pas de règles et il faut écouter ses envies tant qu'il n'y a pas de contre-indication médicale. Ça, c'est important de le dire. Complètement d'accord, ouais. Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Nader? Je suis plutôt d'accord, oui. Alors, encore une fois, je vais toujours avoir un petit mot à redire. J'ai essayé de ne pas découper justement dans l'ouvrage selon les trimestres. J'ai fait exprès de ne pas découper la grossesse par trimestre. Mais Pourquoi? Eh ben, c'est peut-être parce que je l'ai tellement lu tout le temps comme ça. Vous vouliez pas les conventions? Je voulais pas faire comme d'habitude, mais surtout, je trouve que à la fois c'est très rassurant cette question de trimestre par trimestre, ça permet de de s'identifier. En fait, je suis enceinte du deuxième trimestre, j'ai envie de lire le chapitre deuxième trimestre. Et ça, je trouve ça bien sûr hyper important. Et à la fois, je voulais pas mettre les femmes et les couples dans un truc, comment dire, justement normé, catégorique. On peut s'en défaire aussi, ça peut être complètement différent, sortir de ce qu'on entend d'habitude. Enfin, il y a quand même le début et la fin, et le milieu. Oui. Bon. Et au début, c'est là où... et puis quelqu'un de plus présent où ça tangue un peu au niveau de... déjà des nausées, voilà. Bien sûr, mais je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. On parle de la sexualité ou des sexualités pendant la grossesse avec mes invités ce matin, Nader Alami et Margot Morel, qui publie Grossesse et sexualité au pluriel pour une vie intime épanouie en accord avec vos envies aux éditions La Musardine. Et vous avez constaté de votre pratique qu'il existe quand même pas mal de réalités et d'idées fausses qui circulent sur la sexualité pendant la grossesse. Oui, alors effectivement, j'en ai même pas fait une liste exhaustive parce que je pense qu'il y avait encore d'autres choses à dire, mais ce qui ressort principalement de mes consultations cliniques et des recherches scientifiques actuelles, c'est les grandes croyances. Je suis d'accord avec ce qu'avait dit Nader sur les croyances. Croyances et mythes, c'est des choses qui sont différentes, mais je dirais que ce que j'entends le plus souvent sont associés à la peur, et à la peur de la menace d'accouchement prématuré. Donc, est-ce que si j'ai des rapports sexuels, et notamment si j'ai des rapports sexuels avec pénétration vaginale, est-ce que ça va déclencher mon accouchement? La peur de faire mal au bébé. Pareil, souvent, c'est associé à la pénétration vaginale. Quoi d'autre comme peur? Le déclenchement de l'accouchement dans le dernier trimestre, pardon de parler de trimestre, c'est quand même, ça revient souvent. Oui, ça revient souvent. On le comprend parfaitement. Je comprends parfaitement ça, si ce n'est que il faut expliquer aux gens que, en fait, la menace d'accouchement prématuré, souvent, c'est évidemment suivi par le corps médical, donc la sage-femme ou le gynécologue, et donc on s'y réfère, et c'est le référent essentiel, et qui va le dire très rapidement, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est quand même mentionné très rapidement par le corps médical, s'il y a des contre-indications éventuelles. Et après, si le col, il n'est pas modifié, en fait, elles peuvent avoir des rapports sexuels de n'importe quelle manière qu'elles veulent, jusqu'à la fin de la fin. Je veux dire, la veille, ça change rien. Autre croyance qui circule, que vous avez pu constater peut-être vous en consultation ou j'ai un trou là, alors que j'en avais plein à nommer dans l'ouvrage. La peur de faire mal, on l'a dit. Moi, j'ai entendu la peur de toucher le bébé. Alors ça, oui, mais c'est bon. C'est associé à la peur de faire mal à son enfant. Donc c'est effectivement, mais là-dessus, le fait d'informer les gens, alors moi je les fais dessiner, ou en tout cas je leur montre des planches anatomiques pour leur montrer comment le bébé est anatomiquement blotti dans le liquide amniotique, dans sa poche, lui-même dans l'utérus, lui-même renfermé par super bien protégé, et des couches. Donc ça, souvent, ça les rassure. Mais ce qui, moi, m'étonne parfois, c'est que je reçois des médecins, en fait, qui connaissent très bien l'anatomie, mais qui peuvent quand même avoir cette peur de faire mal à leur enfant. Mais moi, ça m'intéresse, les peurs. Et les croyances m'intéressent beaucoup, parce que très souvent, elles sont plus fortes que la vérité. Les croyances amènent les gens à avoir des comportements qui peuvent devenir des comportements à risque.
Donc c'est très intéressant d'entendre ces peurs, et très souvent... Des comportements à risque ou des comportements d'évitement. D'évitement, absolument. Ouais. Et ces peurs nous renseignent aussi sur d'où vient la personne. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas du ciel, on hérite de ces peurs qui sont des croyances qui nous viennent de nos parents, de nos arrière-grands-parents, de nos tantes, oncles, etc., de tout un tas d'histoires qu'on a oubliées, mais qu'on a entendues étant petit garçon, petite fille, etc., etc. Et ça dit des choses. Ouais, voilà. Moi, j'ai entendu une peur qui était assez drôle, c'est que beaucoup de libido, ce sera un garçon, moyennement, ce sera une fille. Voilà. Alors, j'ai jamais entendu, moi, ça. Ah oui. Ouais. Intéressant. C'est un proverbe qui vient d'où? C'est une croyance qui vient d'où, Nader? Pas des pharaons. C'est une croyance marocaine. Je sais plus, mais je l'ai entendu. J'ai entendu ça. Ouais, ça m'étonne pas. Alors ça peut vouloir dire, c'est selon ce qu'on désire aussi. J'espère qu'elle aura beaucoup de libido. J'espère que non, parce que c'est aussi ça que ça peut vouloir dire, vous voyez, selon la culture dont on vient, où on veut une fille, on veut un garçon, donc on est dans un espoir qui fera que voilà, on observe, on est attentif au degré de libido qui sera là. Autre croyance, il faut s'abstenir de faire l'amour pour limiter le risque de fausse couche. J'allais y venir parce que je rebondissais sur ce que disait Nader. La médecin qui a peur de faire mal à son enfant sur la pénétration vaginale alors qu'elle est elle-même médecin, qu'elle sait très bien l'anatomie, c'est justement votre propos. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé, moi je ne suis pas psychologue de formation, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces expériences passées, familiales, transgénérationnelles, etc., pour qu'elle puisse avoir cette peur qui est irrationnelle. Bon, et donc on y vient sur cette question de... parfois il y en a qui vont me dire, mais en fait moi dans ma famille ou moi dans mes expériences, j'ai connu des arrêts spontanés de grossesse, c'est-à-dire ce qu'on appelle fausses couches, quoi. C'est vrai que le mot est affreux. Il y a mal vieilli. Donc on dit arrêt naturel ou arrêt spontané de grossesse maintenant. Et il faut le rappeler. Ça, c'est hyper important de pouvoir rappeler. Mais ça aussi, c'est rappelé par le corps médical, normalement, de manière vraiment... c'est rabâché, mais qu'il n'y a aucune raison que l'arrêt naturel de grossesse, ce soit des raisons de j'ai trop fait de sport, j'ai eu des rapports sexuels ou j'étais stressée. On le sait aujourd'hui que c'est pas du tout, c'est une anomalie de la formation de l'œuf et que ça n'a rien à voir avec la manière dont se comporte la femme. Donc à la question, est-ce qu'il y a des contre-indications pour la pratique de la pénétration vaginale pendant la grossesse? La réponse est oui, il y en a, et c'est souvent nommé, explicité de manière claire par le corps médical. C'est le placenta prévia, c'est-à-dire bas inséré. Il est inséré au niveau du col de l'utérus, donc on ne veut pas modifier trop le col. La rupture ou la suspicion de rupture des membranes, la menace d'accouchement prématuré, effectivement, et les saignements qui sont anormaux, qui seraient inexpliqués. C'est ça, des douleurs tout à fait anormales. Et donc, tout ce qui, à un moment donné, quand il se passe des choses anormales. Voilà. On entend aussi quand une dame a des jumeaux ou un triplé, à un certain moment, au 3e trimestre, on peut entendre que les médecins déconseillent pénétration vaginale. C'est des principes de précaution. Parce qu'en fait, dans le cadre des grossesses gémellaires ou multiples, évidemment que la menace d'accouchement prématuré, elle est un peu plus au-dessus de notre tête. Donc, c'est des précautions d'usage et qui sont certainement... juste raisonnables. Voilà, bien sûr. Alors voilà, votre livre n'est pas un livre sur les grossesses spécifiques, mais vous en parlez quand même. Ouais. Vous êtes tenu à aborder le... si je le mets au pluriel, c'est justement que je tenais à aborder à peu près, même si pareil, encore une fois, il y a plein de choses que je n'ai pas abordées, mais un peu la multiplicité des grossesses, des vécus. Bon, les âmes sensibles, vous pouvez aller faire un tour pendant 2-3 minutes. Ah oui, vaut mieux prévenir les gens avant que de dire des choses qui pourraient heurter certaines oreilles. On va pas perdre nos auditeurs. Est-ce qu'il y a des positions sexuelles proscrites pendant la grossesse? Et ça, c'est une question qui revient souvent. C'est vrai, ça revient souvent. La réponse est non. La seule position sexuelle que j'ai recensée moi, pareil en faisant un peu de recherche, c'était la position du missionnaire, donc celle où la femme enceinte est allongée sur le dos avec le ou la partenaire sur son ventre ou sur elle, qui à partir, alors là je mettais dans l'ouvrage à partir du 5e mois je crois, était plutôt à déconseiller parce que, mais c'est pas tellement c'est pas tellement une raison médicale, c'est juste qu'on veut pas que ça appuie sur le ventre ou que ça percute le ventre de l'enfant. Donc ça, il y a plein de positions dans lesquelles en fait ils vont spontanément faire attention les gens à pas percuter le ventre de l'enfant. Et aussi c'est aussi une question de confort pour la femme enceinte, parce que sur le dos, si le ventre commence à grossir, ça appuie sur la veine cave et donc du coup ça peut donner des signes de malaise. Mais je dirais que spontanément non, sinon il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de position sexuelle à proscrire en particulier.
comme vous êtes ostéo, vous donnez des exercices dans votre livre. Bon, pour ceux qui ont mal au dos, si vous avez des problèmes de sciatique. Oui, je trouvais. Mais c'est amusant, c'est la vraie vie. Mais c'est tellement la vraie vie. C'est ça, c'est tellement ce qu'on me demande vraiment sur le terrain. Ça peut paraître bizarre comme ça. Une fois qu'on a rassuré les gens en leur disant, en fait, il n'y a pas de position, faites-vous confiance, allez-y, ressentez votre corps. Mais il y a des personnes, en fait, justement parce que je suis ostéopathe de formation, qui n'ont pas forcément développé, habité leur corps, la conscience corporelle, c'est pas donné à tout le monde, et donc ils ont parfois besoin qu'on en dise plus. Donc il y en a qui me demandent vraiment, voilà, moi j'ai une douleur de sciatique, j'aimerais quand même faire l'amour avec pénétration avec mon mari. Je fais comment ? Est-ce qu'il y en a quand même qui sont mieux que d'autres ? Dans ces cas-là, j'ai un peu joué le jeu d'essayer de trouver des positions qui seraient intéressantes pour tel ou tel mot de grossesse. Et mieux pour le dos. Et mieux pour le dos. D'accord. Le mouvement, toujours mieux. Vous parlez d'habiter son corps. Alors là aussi, il y a des exercices pour habiter son corps. Il faut le regarder. C'est vrai. Alors, mais ça peut être très douloureux. Alors, il y a ceux qui adorent se regarder dans une glace, qui se détaillent sur toutes les coutures. Et puis, il y a ceux qui fuient le regard parce qu'ils ont pris un peu de poids. Voilà, mais qui n'aiment pas leur image. Ouais. Et vous dites qu'il faut se réapproprier son image, surtout pendant la grossesse. Je trouve que c'est une période sympa pour pouvoir le faire. On sait qu'il y a une modification de l'image corporelle chez les femmes enceintes, et aussi chez le partenaire ou la partenaire. Là, je pense au partenaire hétéro, parce qu'il y a le fameux syndrome de la couvade où il peut prendre du poids aussi. Donc il y a une altération de l'image corporelle de manière. La couvade. C'est quoi la couvade ? Pour tout le monde, parce que c'est connu, mais pas tout le monde ne connaît pas ce que c'est que la couvade. Mais peut-être que vous en parlez mieux que moi. En tant que ça fait un moment qu'il couve, Nader. C'est quoi la couvade ? Non, vas-y, j'écoute. La couvade, parce que je pense que les psys sont encore mieux, auront des meilleurs mots que moi. La couvade, c'est le fait pour le partenaire de prendre du poids en même temps que sa femme, en fait. Ouais. Voilà, tout simplement. Il est solidaire. Voilà. Non, mais c'est cette idée qu'on serait responsable de tout, je dirais pas m'insupporte, mais je crois qu'on n'a pas fini de découvrir un petit comment on est vraiment dans un monde d'abord d'énergie, et surtout davantage quand on est dans la cellule couple, où on fait ensemble, et on fait ensemble beaucoup plus que uniquement ce qui est de l'ordre du visible. Il se passe véritablement des choses, et c'est ma manière à moi de t'accompagner, en fait, et c'est rassurant de voir aussi peut-être, je sais pas, qu'est-ce qui fait que dans la nature, eh bien, on a ces choses qui font qu'on fait ensemble, bon gré malgré nous, et voilà, il y a un cheminement effectivement qu'on observe même chez le partenaire. Et donc je reviens à cette image corporelle, du coup elle est transformée, elle est modifiée malgré nous. En fait, on prend du poids sans... Enfin voilà, on a une sorte de perte de contrôle, entre guillemets, ou perte de la maîtrise corporelle. Ah, vous évacuez la question du poids, d'une certaine façon. J'essaye. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est une question qui revient souvent. Cette image du combien corps de kilos changeant, faut prendre, voilà. Alors j'ai pris combien de kilos, donc combien il faudra que j'en perde. C'est très important. Et pour les deux. Pourquoi vous ne voulez pas focaliser sur la question du poids, vous ? Non. C'est important que je le dise, parce que j'ai eu un relecteur qui était médecin sur mon ouvrage qui m'a dit oui, mais quand même le poids c'est important, dans le sens où quand on est médecin, il y a des raisons médicales à surveiller le poids. Donc je m'enlève tout de suite ce truc de je suis pas médecin, et donc bien sûr qu'il y a des raisons médicales à surveiller le poids de la femme enceinte. Voilà, ça c'est un point. Mais au-delà de ça, je remarque moi dans mon expérience clinique que les femmes subissent en fait cette injonction. Voilà, cette difficulté-là. Alors c'est peut-être même pas parce qu'on vérifie leur poids, c'est peut-être la manière dont c'est fait, et la manière dont c'est dit, les petites phrases qui ont été dites par le professionnel ou par l'entourage, et c'est ça en fait qui heurte. Par le regard, même si rien n'est dit. Par le regard ou par son propre regard, puisque vous disiez bien qu'effectivement ça peut être difficile en fait d'habiter son corps et de regarder son corps voilà, visuellement. Donc c'est pour ça que dépend du rapport qu'on a avec son image. C'est ça. Bon, tout le monde n'est pas au clair, enfin tout le monde n'est pas au clair avec ça. Donc. Mais il y a une question aussi qui est liée au désir. Serais-je autant désiré avec ce corps qui a changé ? Avec Nader Alami qui est avec nous, et notre invité Nader, c'est Margot Morel, ostéopathe et sexologue, sexothérapeute, et je n'irai pas plus loin parce que je n'arrive pas à prononcer ce mot.
Peut-être que je ferais que je m'entraîne. Après la fin de l'émission, Margot, je rappelle que vous publiez Grossesse et sexualité pour une vie intime épanouie en accord avec vos envies. Il y a une question à laquelle personne ne peut répondre, c'est que ressent bébé pendant que ses parents font l'amour? Ça, c'est un grand mystère. Ouais. Oui, et j'y réponds que partiellement. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai pas du tout retrouvé d'études scientifiques qui me permettaient d'appuyer, ou d'affirmer quoi que ce soit. Ce qu'on sait maintenant sur le plan scientifique quand même, c'est que le bébé in utero ressent déjà beaucoup de choses, développe au niveau sensoriel beaucoup de choses. Et donc ce que je mets dans l'ouvrage, qui me paraît faire sens, mais voilà, encore une fois, qui n'est pas forcément appuyé par la science, c'est finalement, si le rapport intime il se passe bien, que la femme a des bonnes sensations, il n'y a pas de raison pour que l'enfant il puisse pas développer des bonnes sensations in utero. Alors après, bien sûr, l'augmentation du rythme cardiaque, la voix, le plaisir ressenti, je pense que tout ça, ça peut se transmettre. Je trouve ça optimiste de se dire que ça peut transmettre, qu'on peut transmettre ça à l'enfant. Mais bien sûr, mais ça le prépare en fait. C'est ça qui est important. Il faut se dire que c'est en train de le préparer à la vie d'après, parce qu'il a une vie après. Il est destiné à avoir une vie après. Donc constamment le couver, il faut absolument qu'il ressente aucune secousse, rien. Mais c'est certainement pas le préparer, ça. Donc vous savez, ce qui pose parfois souci avec le mot science, c'est que tout doit être mesuré. On oublie le ressenti. Alors en France, oui. Voilà. Alors, non, tout n'est pas mesurable. Mesurer, c'est très bien. Il y a ça. Mais il y a ce qui relève du domaine du ressenti, et ce n'est pas moins important. Je pense qu'on devrait ouvrir des perspectives de recherche sur tout ce qui est de l'ordre du ressenti, et on apprendrait énormément de choses, y compris sur cette période-là tellement importante qu'est la grossesse. Parce que qui dit grossesse dit vie. Voilà. Je suis d'accord. On parlait du désir tout à l'heure. Comment expliquer que le désir soit en dents de scie pendant cette période ? Il y a plusieurs explications. Il y a les explications biologiques, le plus souvent qu'on connaît bien, la perturbation hormonale qui peut modifier un petit peu ce qui se passe au niveau cérébral. Puis moi, je parle aussi beaucoup des modifications, encore une fois, corporelles et psycho-émotionnelles, qui rentrent en jeu et qui bouleversent à la fois la dynamique de couple, mais aussi pour soi, la manière dont on se sent désirable, la manière dont on exprime son désir. Il y a différents types de désirs. Je n'en parle pas beaucoup dans l'ouvrage, mais il y a du désir qu'on appelle en sexologie actif, c'est-à-dire la faim sexuelle. J'ai envie d'aller vers quelqu'un et d'aboutir à un moment intime. Et puis il y a le désir réactif, qui est en fait un désir qui est plus neutre, dans le sens où je ressens rien de particulier, et si ma partenaire vient vers moi dans un bon cadre, avec des bonnes stimulations, l'environnement est propice, et je vais être propice, entre guillemets, l'appétit vient en mangeant, je vais être propice à démarrer à ressentir du désir et de l'excitation. Et ces désirs-là, c'est important de pouvoir les dissocier, parce que parfois, c'est vraiment complètement anarchique durant la grossesse. C'est pas juste j'ai pas de désir ou j'en ai beaucoup. C'est aussi je peux ressentir tout d'un coup du désir actif que je ne connaissais pas d'habitude dans ma vie sexuelle passée. Mais par contre, quand mon partenaire ou ma partenaire vient vers moi, franchement, il n'y a rien qui se passe. Il faut être synchronisé. Et pendant la grossesse, il peut y avoir des problèmes de synchronisation. Je pense que c'est, alors peut-être que pareil Nader pourra en parler, mais je pense que c'est un des sujets en sexologie les plus difficiles. C'est pas l'absence de désir qui est difficile quand chaque protagoniste n'en ressent pas le besoin. En fait, la problématique la plus compliquée, c'est quand il y a un asynchronisme des désirs, c'est-à-dire l'asynchronisme des désirs. C'est ça. Voilà. Ce qu'il faut, là où il faut être vigilant, c'est sexualité ne veut pas, il n'y a pas d'injonction à la pénétration. C'est-à-dire s'il n'y a pas pénétration vaginale, il n'y a pas de sexualité, donc on fait rien. Faut être vigilant à pas s'éloigner l'un de l'autre. Être dans le câlin, c'est déjà en soi de la sexualité. On devient explorateur aussi. Voilà, explorer d'autres façons de faire qui peuvent vous ouvrir là encore d'autres formes de plaisir intéressantes. Et puis vous continuez votre cheminement ensemble, vous découvrez. Ça peut être une chance aussi, ce que j'allais dire. La grossesse. Le voir comme une opportunité à faire autrement,
choses qu'on n'aurait pas nécessairement réalisées sans la grossesse. Voilà. Je suis complètement d'accord. En fait, sur l'asynchronisme, ce qui est difficile quand on est sexologue, c'est le ou la personne, et je parle d'une petite métaphore du run and bike, et je trouve qu'elle est chouette parce qu'en fait, on a l'impression qu'on doit rattraper le désir de l'autre, et c'est là où ça pose des difficultés. Alors que même un asynchronisme de désir, où on communique, où on se dit comment explorer différemment, alors comment on pourrait s'adapter autour de cet asynchronisme, parfois c'est une chance parce que justement ils explorent, ils s'adaptent finalement les couples plus qu'ils ne le feraient s'il n'y avait pas eu cet asynchronisme. Avec ce que vous expliquez, c'est un changement de certaines zones érogènes. Oui, parce que du coup, le mapping, entre guillemets, érogène de la femme est complètement modifié avec la grossesse par les modifications corporelles, entre autres, mais aussi émotionnelles, parce que je pense que les émotions jouent aussi là-dedans. Et donc, c'est nouveau, quelque part. Son corps, elle a besoin, elle, de se le réapproprier ou de le redécouvrir. Et parfois, si elle ne peut pas le faire seule ou si elle n'a pas envie de le faire seule, parce que je propose des exercices, effectivement, où elle s'observe, où elle essaie d'habiter son corps, on en a reparlé, et ben, elle peut le faire à travers son partenaire ou sa partenaire. Oui, il y a un exercice de couple que vous proposez. Alors, le Sensate Focus. Je connais le Sensate Focus. C'est quoi? Le Sunset Focus, c'est un exercice qui est en fait, j'allais dire millénaire, pas du tout, mais en fait les pionniers de la sexologie, Master et Johnson, le proposaient déjà, et il a été un peu modernisé, je dirais, et donc c'est une approche en fait de massage ou d'exploration corporelle et sensorielle, palier par palier, progressif, justement pour se décentrer de la pénétration, mais pas que pour se décentrer de la pénétration, aussi pour vivre à l'instant T des choses qui sont agréables et épanouissantes, et une redécouverte du corps de l'autre. Les émotions issues de la période de la grossesse peuvent surprendre pour plusieurs raisons. Écrivez-vous. Quelles sont ces émotions déjà? Alors, qui sont propres à la période de la grossesse, s'il y en a? Ce serait difficile à affirmer. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est des émotions nouvelles, ou en tout cas ressenties de manière nouvelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que bien sûr, par exemple, l'émotion de la peur, tout le monde la connaît. Je veux dire, on la connaît avant, on la connaît pendant la grossesse, et voilà. Mais il y en a quand même d'autres, notamment dans la dimension sexuelle et de couple, qui sont nouvelles, qu'on n'avait pas ressenties comme ça. J'ai jamais connu mon partenaire ou ma partenaire frustrée. J'avais pas cette colère en moi d'habitude. Donc il y a des émotions qui sont quelque part pas nouvelles parce que il et elle les ont déjà connues, mais vécues là dans la période de la grossesse comme complètement inhabituelles. Je sais pas si j'ai été très claire. Oui, tout à fait. Mais c'est une situation. En fait, on vit dans une situation qui est soit nouvelle pour les couples qui ont qui connaissent leur première grossesse. Ce qui est intéressant, c'est de voir si elle est vécue de la même façon, cette gestion à la deuxième grossesse, pour un couple qui a duré plus longtemps, par exemple, où il y a une deuxième grossesse. Est-ce que l'expérience de la première aide à gérer une deuxième grossesse, ou est-ce que pas du tout, on redécouvre pareil et c'est reparti pour on sait plus trop, on sait pas où se placer. Ouais, c'est une bonne question. Philippe demandait, mais les psychologues, ils parlent souvent de crise identitaire, ou en tout cas de crise maturative, un peu comme l'adolescence. Et donc je me demande, mais j'ai pas la réponse à votre interrogation. La crise maturative. Voilà. Ouais. Mais de savoir si finalement, si on pouvait vivre 3 grossesses, on les vivrait à chaque fois de manière différente, parce qu'à chaque fois, il y a une sorte de bouleversement émotionnel qui peut peut-être changer. Je sais pas, j'ai pas la réponse. Et puis ensuite, il y a aussi le côté, disons, pratico-pratique, parce que si vous êtes à votre deuxième grossesse et ou votre troisième, et que là, effectivement, le côté injonction, c'est pas possible. Parce que vous avez donc déjà des enfants qui sont là, vous avez déjà donc toute une charge au quotidien, un environnement à gérer. Voilà, vous n'avez pas besoin qu'on vous rajoute de la... C'est pour ça que je disais que juste parfois un câlin, une caresse, faire autrement. L'idée, c'est moi, c'est ce que je crains souvent le plus pour les couples qui passent par là, c'est l'éloignement. Parce que quand on s'aime, on peut s'aimer et s'éloigner. Et ça, c'est quand même un risque que j'observe chez des couples après grossesse, quand il y a une charge de 2-3 enfants. Eh bien oui, le couple parental a pris toute la place,
mais toi et moi, on fait au détriment du couple conjugal. Voilà. C'est pour ça que je parle de lien érotique ou de lien intime ou de lien d'intimité, parce que ça va au-delà de la sexualité en tant que sexualité génitalisée ou quoi. Non, mais ce que vous dites, et ça va plaire à Nader, c'est que l'important, c'est d'en parler. Exactement. C'est d'en parler. Alors, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Hein. Ouais. Bah non. Oui, bien sûr, avec le fait d'en parler. Non, parler de sexualité, oui, à la radio, c'est très bien, mais alors après, dans la vraie vie, c'est autre chose. Parler de sexualité, mais même parler de ses émotions. Là, je rebondissais sur les émotions. Quand elles sont nouvelles ou que normalement on ne les vit pas comme ça et que je suis complètement labile sur le plan émotionnel, c'est quand même important que je puisse les identifier, mes émotions. Déjà, est-ce que je sais faire ? Est-ce que je sais faire ? Et puis une fois que je les identifie, comment voilà, je les transforme dans la communication. Bon, vous terminez avec une note vraiment optimiste et positive dans votre livre. Hein. Vous dites que le sexe pendant la grossesse peut être une source de sérénité, de plaisir et de satisfaction vécue comme un renouveau intime. Parce qu'on parle toujours de ce qui ne va pas, mais non. Bah oui, c'est toujours pareil dans l'éducation aussi à la sexualité auprès des adolescents par exemple ou des enfants. En fait, c'est toujours sous le prisme alarmiste. Les maladies sexuellement transmissibles, ce qui pourrait ne pas aller, les violences, etc. Donc j'avais envie d'avoir un discours un peu optimiste sur le sujet et parler aussi des sexualités positives. Et la suite est dans votre livre. Alors c'est un des rares livres qui existent sur le sujet, grossesse et sexualité au pluriel. Pour une vie intime épanouie en accord avec vos envies à la Musardine. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Margot. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Vous partez en mission, c'est ça. Nader. Vous partez sur les pas de Cléopâtre. Non, vous partez enquêter sur la sexualité des pharaons. Absolument, absolument. Et il y aura d'autres voyages de prévus, mais on va commencer par cette situation. Là, on est en bord de mer Rouge. Alors, comment les Hébreux ont traversé la mer Rouge ? Il y avait des couples, il y avait des enfants, il y avait peut-être des femmes enceintes. Je ne sais pas. C'est intéressant de questionner un petit peu la chose. Et puis, on ira voir ensuite les pharaons plus au niveau de pyramide et de la vallée des rois. Voilà. Les inscriptions, tout ce qui est... Vous lirez tout ça et vous nous direz comment, ce qui se passait. Hein. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.